Ensuite, parce que de toute façon, la grippe de Marie-Noël et Arnaud de Morny a eu raison de moi. Ce qui va expliquer que j'écoute ce discours. Et enfin, parce que la chaleur de cette salle n'incite pas forcément à allonger nos travaux ad nauseam. Je voudrais quand même d'abord remercier les camarades qui ont contribué à ce que cette rencontre se fasse. Catherine Picard, je pense aussi à Élodie, à Paul-Henri, et à tous celles et tous ceux qui ont participé, à Arnaud évidemment, qui en dépit de son état de santé était là présent, quelquefois affublé d'un masque, un peu foutu la trouille quand même. Mais bon, apparemment le masque a disparu. Je voudrais également saluer, ça a été fait tout à l'heure, mais tout le monde n'était pas dans la salle, les principaux représentants des partis frères, partis de gauche qui sont présents. Sarah Legrain du parti de gauche n'était pas là tout à l'heure, donc je vous demande de la saluer comme il faut. Et Cécile Puckerman n'était pas dans la salle non plus, je vous demande de l'applaudir également. Permettez-moi quand même un mot particulier pour un collègue, qui est aussi un ami, ça arrive. Moi je crois en l'amitié à la politique, contrairement à beaucoup d'autres, Younous Omarjee, qui est présent ici. Younous fait partie de ces parlementaires qui font honneur à leurs fonctions, qui travaillent inlassablement pour des causes qu'ils croient justes. Pendant des années, bien que nous n'appartenions pas au même groupe, désormais c'est chose faite, nous avons quand même convergé, travaillé de concert sur des sujets aussi importants que les traités de libre-échange, j'y reviendrai, la défense de l'écologie. Younous a été en pointe pour tout ce qui est condamnation de la pêche intensive, de la pêche électrique, la préservation de la biodiversité. Il a mené un combat remarquable, il est un des meilleurs parlementaires du Parlement européen et franchement, je suis heureux, fier qu'il soit là avec nous pour le lancement de ce nouveau parti. Merci Younous. Alors, quand les choses sont confuses, quand le sens profond des événements paraissent nous échapper, nous sommes cartésiens, donc nous pratiquons la méthode du doute radical qui consiste à tout réinterroger et partir de certitudes simples, élémentaires. Et avec les camarades du MRC, c'est ce que nous avons fait. En réalité, nous sommes à l'aboutissement d'un processus qui a commencé il y a plus d'1 an, au lendemain d'une élection présidentielle qui avait été difficile, on va dire, pour la gauche, c'est le terme qui convient, et surtout au terme d'un quinquennat qui avait été calamiteux, désastreux. Et on s'est posé beaucoup de questions, on a travaillé vraiment sans relâche, et on est parti des questions très simples. Pourquoi nous militons? Nous militons parce que nous sommes persuadés au plus profond de nous-mêmes qu'il n'y a pas de bonheur individuel s'il n'y a pas d'épanouissement collectif. C'est le sens de notre militantisme. Et nous militons parce que nous croyons aussi que le socialisme républicain, celui dont on se revendique et qui retrouve la trace dans le nom, n'est pas seulement ce dont Blum parlait, c'est-à-dire le cri de la conscience humaine face aux injustices, enfin, c'est un système qui charrie des injustices, des inégalités et des drames, mais aussi parce qu'il promeut un autre monde. Un monde qui est fondé non pas sur l'argent, sur la prédation, sur l'avidité, qui sont aujourd'hui quasiment présentées comme des valeurs cardinales, mais au contraire, un monde où la coopération, la solidarité, le partage des pouvoirs, le partage des savoirs, le partage des richesses est au cœur de notre engagement. Et c'est finalement ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est à la fois cet objectif de rendre le monde vivable, mais aussi que se concrétise enfin la promesse du droit au bonheur pour tous. Alors voilà pourquoi nous militons. Mais il y a un corollaire à cette première question que trop souvent la gauche dite progressiste ou les progressistes oublient. C'est aussi pour qui nous militons. Et c'est là qu'il y a eu un débat très sérieux à gauche. Parce que nous considérons que même si, en effet, l'atomisation sociale, les progrès de l'individualisme, la supposée disparition des frontières de classe,
disparition des frontières de classe peut-être, mais en tout cas, en ce qui concerne le mépris de classe, là, pour le coup, il est toujours là. Hein, entre les canards boiteux de Juillet au début du quinquennat, les 100 dents de Hollande et aujourd'hui les affreux Jojo de Macron, le mépris de classe, il est vraiment présent. Bien, en dépit de tout ça, de cette soi-disant complexité sociale, nous considérons qu'il y a une homogénéité sociologique entre les ouvriers, les employés, les petits retraités, les artisans, et que nous avons intérêt à les défendre tous. Nous avons intérêt à les défendre tous. Jadis, on parlait de front de classe. En tout cas, c'est un vieux maître à moi qui parlait de ça. D'autres, ils disaient alliance des producteurs. Mais vous voyez bien que nous avons vocation, en tout cas c'est notre conception de la gauche, à enrôler sous la même bannière tous ceux qui ne s'enrichissent pas avec l'argent en dormant. C'est important parce que en politique, il faut choisir son camp. En politique, il faut choisir son camp. Et nous ne sommes pas seulement là pour défendre des valeurs, aussi sublimes soient-elles. Nous sommes là, il faut vraiment en avoir la conviction, parce que c'est un débat aujourd'hui au sein de la gauche. Nous sommes là pour servir des intérêts. Nous sommes là pour servir des intérêts. Les intérêts que nous défendons, ce sont ceux du monde du travail, ce sont de ceux qui ont un travail, qui aspirent à en avoir un, ou qui en ont eu un et qui ont des petites retraites. Et si l'on oublie ça, on peut toujours faire des grandes dissertations sur nos valeurs. Et en ce moment, vous avez vu que c'est la spécialité. Mais on oublie l'essentiel, parce que s'il n'y a pas une déclinaison concrète avec des mesures politiques, ça ne sert à rien de disserter à l'infini. On peut toujours disserter à l'infini sur l'émancipation. Si on ne dit pas que l'émancipation, c'est l'augmentation des salaires, c'est plus de services publics, c'est l'amélioration du droit du travail, c'est la démocratie dans l'entreprise, alors c'est de l'escroquerie. Il faut faire correspondre les valeurs et les intérêts, et c'est ce que nous essayons de faire à l'occasion de la création de ce parti. Je le dis parce que tout un débat, là, à gauche, les journalistes, les commentateurs, avec un magnifique exercice de contrition, doublé d'une non moins touchante déploration sur l'émiettement de la gauche, complainte d'ailleurs entamée par ceux-là même qui ont théorisé il y a 2 ans les gauches irréconciliables, et qui ont quand même permis l'émergence d'Emmanuel Macron. Eh bien, nous n'avons pas une mémoire de poisson rouge. C'est peut-être ce qui nous caractérise ici. Vous voulez le rassemblement, il faut clarifier. Et pour clarifier, il faut rompre. Assez d'invocations, nous voulons des preuves. Eh bien, les preuves, parce que nous ne sommes pas des prêcheurs du rassemblement. Nous voulons être les acteurs du rassemblement. Les preuves, il faut les donner. Alors déjà, aucune ambiguïté envers le macronisme. Ça me paraît évident, tout le monde le dit, mais moi, je vais quand même aller au bout. Parce que je sais bien, la critique du macronisme et de sa politique économique et sociale, elle est aujourd'hui admise par le plus grand nombre. Il s'était vanté d'avoir fait un hold-up. Nous, on l'avait pris au sens métaphorique. En fait, il fallait prendre au sens littéral. C'est un hold-up sur les plus pauvres, sur les retraités, sur les salariés, sur les précaires. Il avait annoncé qu'il ferait de la politique autrement, on a vu le résultat, cette espèce de verticalité grotesque, le retour des barbouzeries, quand même avec des coffres-forts qui disparaissent, des conseillers ministériels qui tabassent les manifestants. Voilà le nouveau monde, quoi. Mais il y a autre chose dont on ne parle pas et dont les progressistes, ceux qui se disent comme tels, ne parlent pas beaucoup. C'est la politique diplomatique de la France, qui abandonne. Et en cela, hélas, elle est dans la triste continuité du précédent quinquennat. Une tradition, qu'on appellera grosso modo gaulo-mitterrandienne, celle de l'indépendance de la France. Et j'en veux 2 exemples récents. L'Allemagne. L'Allemagne, c'est simple, c'est on concède sans jamais rien revendiquer. Et le traité d'Aix-la-Chapelle, alors il y a les délires des complotistes de l'extrême droite, mais quand vous lisez le traité, c'est simple, c'est Merkel dit à Macron, donne-moi ta montre, je te donnerai l'heure. C'est exactement ça le traité d'Aix-la-Chapelle. On concède sur la diplomatie, on concède sur la défense, on concède sur les affaires extérieures, mais on ne demande rien sur un euro qui est manifestement trop fort, on ne demande rien sur la remise en cause des politiques d'austérité, on ne demande rien sur les politiques budgétaires et monétaires, sur ce carcan absurde du TSCG.
je parle de l'Allemagne. Autre exemple de la politique diplomatique qui m'a fait honte et qui nous a fait honte avec Younous au Parlement européen il y a quelques jours. Le Venezuela. Alors je sais bien que le Venezuela, vous savez bien pourquoi l'exemple vient toujours sur les plateaux télé. L'idée étant de pointer du doigt le populisme supposé ou les contradictions de Jean-Luc Mélenchon. Enfin, regardons au fond cette affaire. Il y a quand même... Alors, Maduro n'est pas un modèle de vertu, j'en conviens. Et d'ailleurs, par rapport à Chavez, qui avait une ambition sociale et qui a fait des choses sociales, il est un peu bas du front, et en plus, il a un rapport quand même compliqué, en effet, avec la démocratie. Mais est-ce que c'est une raison pour emboîter le pas à Trump, à Bolsonaro, qui dans les 2 heures reconnaissent un coup d'État, et nous explique que la France a quand même une tradition d'indépendance, de non-alignement, de courir après Trump lamentablement quand il s'agit de l'Arabie Saoudite, du Yémen ou de l'Égypte, là il n'y a plus personne. Alors ça aussi, c'est quelque chose que nous devons contester. Ça aussi, c'est quelque chose que nous devons contester. Parce que quand on dit anti-Macron, il faut que ça soit anti-Macron intégral. Sa politique économique et sociale, sa pratique du pouvoir, mais aussi sa scandaleuse politique diplomatique. Aucune ambiguïté envers le macronisme. Aucune ambiguïté aussi envers ceux qui contestent radicalement le macronisme. Et là, évidemment, la table ronde de tout à l'heure était trop courte mais passionnante. Là, évidemment, il y a des choses à dire sur le mouvement des Gilets jaunes. Parce qu'il y a une partie de la bourgeoisie progressiste qui tord la bouche, qui finasse, qui trouve que c'est trop ceci ou trop cela. Eh bien moi je vous le dis, chers camarades, quand on est en face d'un tel événement, du surgissement d'un tel événement, fût-il inédit, compliqué, hétérogène, on ne finasse pas, on n'hésite pas, on soutient et on soutient pleinement. Et nous l'avons fait dès le début, et nous avons eu évidemment raison. Parce que, Bastien l'a très bien dit, ce mouvement a permis de rendre visible une France invisible, une France dont je ne sais plus quel conseiller, je crois que c'est Griveaux, avait dit c'est la France des gars qui fument des clopes, qui roulent au diesel. C'est la France des affreux Jojo. Eh bien oui, nous revendiquons de soutenir la France des affreux Jojo. Rien de plus insupportable que cette prolophobie de la part de ceux qui s'étonnent ensuite, oh mais il y a une défiance, il y a la contre-démocratie, les gens se détournent des urnes. Bah évidemment ils se détournent des urnes à partir du moment où on ne leur parle pas, on ne prend pas en compte leurs revendications. Deuxième chose dans ce mouvement, Bastien ne l'a pas dit mais moi j'y reviens, il s'inscrit profondément dans une tradition nationale, celle de l'insurrection citoyenne, celle de la révolte populaire, et n'en déplaise à M. Wauquiez, M. Zemmour, qui lors d'une mise en scène grotesque, passe-moi sèche, je te donne le poivre, explique que l'histoire de France n'est faite que par des grands personnages, de préférence bien réac, bien autoritaires, et jamais par les peuples et jamais par les masses. C'est un contresens total. Il n'y a pas de progrès dans l'histoire de France sans la mobilisation des masses et des peuples. Je vais très rapidement, mais si on prend le temps de lire les revendications des Gilets jaunes, et notamment qui s'expriment dans les cahiers de doléances, on a là un programme politique qui résonne évidemment avec le nôtre. D'une certaine façon, comme dans la pièce de Molière, M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir, les Gilets jaunes font de la gauche sans le savoir. Donc on n'est pas là pour leur dire, on leur foutre une étiquette de gauche, on est là pour donner un débouché politique à des revendications qui sont les nôtres. Égalité fiscale, justice sociale, approfondissement de la démocratie, renforcement des services publics. C'est un programme, c'est notre programme, et moi j'y vois une opportunité formidable, celle de défendre, de promouvoir une sorte de New Deal à la française, écologique, social, républicain, qui permettent d'améliorer les conditions de vie matérielles et morales des gens modestes, ceux qui restent et ce qui est notre mission historique. Donc franchement, il ne faut pas hésiter. Et moi je souhaite ardemment que les militants qui sont dans cette salle, et surtout tous ceux qui n'ont pas pu venir, soit parce que
la ville de Valence avait été complètement bloquée hier, suite de fantasmes absurdes, soit parce qu'ils avaient des raisons très légitimes. Je souhaite que le 5 février, nous soyons tous dans la rue, avec les gilets jaunes, mais aussi avec les syndicats qui commencent à débrayer, parce qu'il faut réussir la coagulation. Il faut parier sur la convergence. C'est très important, c'est un point d'appui essentiel pour celles et ceux qui veulent construire non seulement une alternative au macronisme, mais une alternative au système dominant que nous connaissons aujourd'hui. Alors, il faut aussi prendre ses responsabilités. Je reviens 2 minutes sur cette histoire du rassemblement de la gauche, parce que ça a fait débat entre nous. Prendre ses responsabilités, pour nous, c'était clarifier. Clarifier, c'était suivre le MRC avec 20 ans de retard, c'est-à-dire quitter le Parti Socialiste, parce que nous estimions qu'il s'acheminait de plus en plus vers une version social-démocrate du néolibéralisme. C'est fait. Mais il faut aussi tirer d'autres conséquences stratégiques. Et moi, franchement, je dis à ceux qui, à longueur de temps, nous expliquent des trémolos dans la voix, qu'il faut rassembler la gauche, mais on commence déjà par excommunier le premier parti de gauche, de fait, la France Insoumise. Un mouvement, certes nouveau, enfin quand même, qui a fait preuve, d'abord qui a résisté au Big Bang électoral de 2017, qui fait preuve d'innovation, qui fait preuve de dynamisme, dont les mots d'ordre, il suffit de dire le programme de l'avenir en commun, ne sont pas éloignés des nôtres. Poser comme préalable que l'union de la gauche, c'est la gauche non mélenchoniste, ça sera sans nous. Ça sera sans nous. Nous ne sommes pas là pour aider à ressusciter le centre-gauche ou à réinventer un improbable cartel d'appareils qui ont peur pour leur survie. Nous sommes là pour changer la vie, pour transformer le monde. Alors assez de tartufferie. Et je m'adresse, à travers vous, à tous ceux qui s'interrogent, notamment pour les élections européennes. Vous cherchez une liste de rassemblement? Une liste où il y a des socialistes, des gens du MRC, des anciens, enfin, un député écologiste sortant, mené par une fille qui n'est même pas trentenaire, engagée dans des combats incroyables sur l'évasion fiscale, et bien cette liste de rassemblement, elle existe. C'est celle de Maintenant le Peuple. Nous allons faire campagne avec beaucoup d'ardeur et beaucoup d'enthousiasme. Et je m'adresse en particulier à tous les gens de gauche qui ont voté non. Le non au TCE en 2005. Ça a encore du sens, ça veut dire quelque chose. Ben, si vous cherchez cette liste de rassemblement qui conteste l'Europe telle que c'est construit aujourd'hui, vous l'avez. Ne soyez pas inquiets, vous l'avez. Donc, nous avons, tout au long de ces journées, à la fois détaillé la rupture stratégique qui était fondatrice de ce parti, mais aussi la rupture programmatique. Parce que, ça a été très bien dit par Jean-Luc hier, Bastien et Marie-Noël surtout hier aussi, et Bastien ce matin, on ne peut pas se contenter de réponses tièdes et de compromis fades ou mous face à la violence du système et à l'urgence du moment. Le réformisme à la papa, qu'on a connu jadis, n'est pas efficace, n'est pas opportun face à la fois aux urgences, mais aussi à la violence du système. Parce que le monde tel qu'il est aujourd'hui est devenu invivable. Invivable d'abord pour notre écosystème, c'est quand même la priorité. Notre écosystème qui est aujourd'hui menacé par le réchauffement climatique, par les pollutions, par la destruction de la biodiversité, qui est un problème majeur dont on ne parle pas assez, par l'acidification des sols, par l'agriculture intensive. Vous connaissez tout ça, mais ça c'est quand même une priorité. Mais j'insiste aussi sur le fait qu'il est invivable parce qu'il est soumis à l'extension infinie de la marchandisation, à la privatisation générale de ce qui devrait relever des biens communs. Invivable aussi parce qu'il est défiguré par la société de l'hyperconsommation, la société des gaspillages, du gâchis, de l'obsolescence programmée. Et franchement, quand on voit la semaine dernière que des grosses boîtes comme Amazon ou H&M, au bout de 6 mois, détruisent tous leurs invendus, des milliers et des milliers de tonnes, ben, il y a franchement de quoi, non seulement le monde marche sur la tête, mais il y a de quoi se révolter, mener des campagnes de boycott, dénoncer, nous le ferons. Invivable parce que miné par l'invasion publicitaire, l'uniformité culturelle, le rabaissement systématique
de l'exigence intellectuelle. Je parle de ça parce que le nivellement par le bas et son corollaire, c'est-à-dire le mépris implicite ou revendiqué de la lenteur, de la contemplation, du culte du beau, oui, du culte de la beauté, culte dans lequel la gauche a toujours communié, depuis Jaurès jusqu'à Mitterrand, passant par Blum, évidemment, Marcel Samba, Braque Desrousseaux. Ce rapport à l'art, ce rapport à la culture, ce rapport à la création, il est aussi le nôtre. Il est menacé par l'uniformité culturelle, il est menacé par l'américanisation du monde, il est menacé par la marchandisation. Et nous devons aussi en faire un combat, parce qu'il y a le droit au bonheur pour tous, mais il y a le droit à la beauté pour tous. Alors, nous en appelons, je vais vite, nous en appelons à la grande bifurcation. En gros, c'est simple. Le chemin qui est aujourd'hui emprunté va dans le mur et nous proposons d'en changer. C'est simple et ça permet d'être décliné de diverses façons. Mais la bifurcation, et Bastien, j'y reviens parce que c'est important aussi que nous le disions nous-mêmes, c'est celle de la souveraineté retrouvée. Alors la souveraineté, c'est un mot qui fait débat, mais moi je pense qu'il faut l'assumer crânement. Il faut en assumer aussi les préconisations politiques qui en découlent. La souveraineté, ce n'est jamais que la reprise en main. Reprendre le contrôle. Choisir et pas subir. Le peuple doit choisir et pas subir. Et donc c'est l'autre nom de la liberté, c'est l'autre nom de la République, c'est l'autre nom de l'intérêt général. Et c'est aussi le nom d'une prise de conscience qui émerge de plus en plus. D'abord, nous ne voulons pas que notre avenir soit déterminé par une dizaine de méga-banques ou une centaine de méga-entreprises qui n'ont que faire des règles, des frontières, des normes et des peuples. Nous ne voulons plus donc des dirigeants qui tremblent devant le verdict des agences de notation et qui sont incapables de répondre aux inquiétudes de leurs concitoyens. Et puis, nous ne voulons plus que ce que nous mangeons, l'air que nous respirons, les services que nous utilisons fassent l'objet d'opaques et immorales spéculations. Donc la souveraineté, c'est la défense de l'intérêt général face aux intérêts privés. C'est la promotion des biens communs. Et ça, évidemment, ça passe par des ruptures fortes et des ruptures radicales. J'avais prévu un long développement sur l'Europe. Je ne peux pas. Je vais prendre juste un exemple. Alors, l'Europe, nous l'avons rêvé. C'est une belle idée, l'Europe. Nous savions, en tout cas, Jean-Pierre Chevènement avait commis un petit livre fort intéressant, que dès le départ, il y avait quand même une ambiguïté, puisque, bon, on se gargarise avec les pères fondateurs, mais c'est vrai que quand vous lisez les mémoires de Jean Monnet, c'est intéressant, il dit il faut fonder l'Europe à la fois sur le doux commerce, le marché, et ne pas trop s'embarrasser des peuples qui avaient à l'époque et qui ont encore mauvaise réputation. Le problème, c'est que nous avons une construction, avec son bras armé, qui est la Cour de justice. Tu en as dit un mot, mais enfin la jurisprudence de la Cour de justice est en soi une illustration de l'absurdité néolibérale, quasi parfaite, quoi. Et on nous avait promis un espace de coopération et de solidarité, et nous avons une Europe qui est régie exclusivement par la compétition et par la concurrence, et qui est fondée sur un dogme quasiment intangible, c'est celui de la Sainte Trinité, libre circulation des capitaux, concurrence libre et non foncée, libre-échange. Et quand je dis que nous avons en face de nous des croyants, c'est vraiment de ça dont il s'agit. Les commissaires n'ont rien à envier aux zélotes de l'infaillibilité pontificale. Il n'y a pas d'argument rationnel. Je prends juste l'exemple du libre-échange. Aujourd'hui, il y a des vingtaines d'accords commerciaux qui sont négociés avec des pays partout dans le monde. Négociés dans une opacité relative ou totale. Nous, parlementaires européens, nous n'avons pas accès au mandat de négociation quand l'Europe rentre en discussion avec d'autres pays. Et il a fallu, sur le TAFTA, et nous s'en souvient, que nous constituions un front commun avec les députés, mais aussi, heureusement, avec des ONG, des associations, pour qu'enfin, on tolère que nous puissions avoir accès, de temps en temps, et dans des conditions totalement grotesques, c'est-à-dire que nous étions fouillés, surveillés par des fonctionnaires, filmés, signant un papier selon lequel, si on révélait quoi que ce soit, on perdait notre indemnité parlementaire, je parle de ça quand même, hein. Nous n'avons pas accès aux documents de négociation. Et surtout, nous n'avons pas accès aux documents élémentaires qui sont les études d'impact, etc. D'ailleurs, quand il y a des études d'impact économique, elles sont quasiment toujours nulles.
Mais ce que nous savons en revanche, c'est que l'impact environnemental, il est dramatique. Parce que franchement, je vous prends un exemple, j'essaie de ne pas être trop long. Quand on négocie actuellement un accord avec la Nouvelle-Zélande pour importer des dizaines de milliers d'hectolitres de lait supplémentaire, au moment où l'Europe connaît une crise de surproduction laitière, où des éleveurs, et notamment français, se suicident tous les jours, mais on marche sur la tête. Et c'est ce monde-là, et c'est cette Europe-là qu'il faut refuser. C'est l'Europe aussi qui permet que les tomates soient cueillies vertes en Europe, transportées dans des cargos jusqu'en Chine, elles ont le temps de mûrir. Vous imaginez en termes de kérosène ou de carburant, d'empreinte carbone, ce que ça veut dire. Elles sont transformées là-bas, réimportées en Europe. Et je pourrais multiplier l'exemple, le cabillaud pêché en Norvège, balancé en Chine, on met de l'eau pour le gonfler, des phosphates, et on le réexporte après en Europe. Ça n'est pas possible. Ça n'est plus possible. On a beau le dire, on a beau le répéter, il continue à persévérer dans l'erreur avec une candeur qui en est presque touchante. La commissaire Malmström, à chaque fois que je l'interpelle, elle dit « Mais vous n'avez pas compris que le libre-échange, c'est le bien ?» C'est difficile d'avoir une discussion rationnelle dans ces cas-là. Eh bien, moi, je pense que face à ce point de vue irrationnel, on doit avoir des mots d'ordre rationnels. Un, les traités, ils doivent être soumis à référendum populaire. Comme ça, c'est clair. Deux, il faut mettre en place un protectionnisme solidaire. N'ayez pas peur de ce mot, protectionnisme. Parce que ce qui doit faire peur, c'est pas le mot. Ce qui doit faire peur, c'est pas le mot. C'est les conséquences pour les entreprises, les savoir-faire, les territoires, les salariés européens et français qui pâtissent de ces accords de libre-échange. Donc moi, et avec Younous, et avec tous les autres, avec Catherine, nous défendrons dans cette campagne européenne, évidemment, le protectionnisme solidaire. Et c'est des mesures de bon sens. Et c'est des mesures qui sont largement à notre portée. Je suis obligé d'aller vite, mais je fais le lien avec ce que disait Bastien tout à l'heure sur l'industrie. Enfin, franchement, je sais bien que le décrochage industriel français a fait l'objet de savantes démonstrations. Alors c'est lié à un euro qui est surévalué pour la France, sous-évalué pour l'Allemagne. C'est lié à l'ajustement structurel effectué par Schröder avec la loi Hart-Scarp qui en effet fait baisser largement les prix. C'est lié aussi à l'entrée de la Chine dans l'OMC, entrée que nous avons essayé de contester. Nous n'y sommes pas parvenus. Mais enfin quand même, au-delà de ces facteurs structurels, il y a la singulière défaillance des élites technocratiques françaises. Il y a le renoncement, le grand renoncement des élites françaises qui ont abandonné le patriotisme économique et qui ne croient pas au dynamisme industriel de leur pays. Qui ne croient, alors qu'on a des ingénieurs, on a des chercheurs, on a des gens formidables dans ce pays. Tu as pris l'exemple d'Alstom, le scandaleux sacrifice d'Alstom. Mais on pourrait parler d'Alcatel, on pourrait parler de ce qui vient de se passer avec une entreprise aussi emblématique que BIC, qui fait des millions et des millions de profits, mais qui délocalise en Tunisie juste pour baisser les coûts. On pourrait parler de cet exemple hallucinant de l'aéroport de Toulouse. L'aéroport de Toulouse, là c'était le précédent quinquennat. On l'a vendu, les Chinois ont acheté. Qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ils empochent, ils revendent. Eh bien, il faut mener la campagne sur la privatisation de l'aéroport de Paris et tous les secteurs stratégiques. Et dire les privatisations, c'est non. Moi, j'assume très clairement que sur l'économie, refus des privatisations, recours aux nationalisations, extension du décret Montebourg à des secteurs qui ne sont pas stratégiques, parce qu'aujourd'hui c'est que les secteurs stratégiques, et puis promotion du Made in France, promotion du fabriqué en France. On me dit, moi j'avais fait une proposition, qui est de dire qu'il faut réserver dans les marchés publics aux entreprises locales et nationales une part fixe. Marché public, ça peut être les collectivités locales, ça peut être l'État. On me dit, ah oui mais c'est contraire au traité. C'est contraire à la concurrence librement faussée. On s'en fout. On s'en fout. On s'en fout. Les Américains le font. Les Américains le font, les Brésiliens le font, les Japonais le font. Et il faudrait que l'Europe soit l'idiot du village planétaire qui déplore systématiquement ce qu'ils ont contribué à créer. Donc oui, il faut assumer cette ligne du patriotisme économique.
Et il faut l'assumer fièrement. Parce que ce n'est pas du nationalisme, c'est juste du bon sens. Et ça vaut aussi pour l'alimentation. Moi, je regardais des exemples intéressants dans certaines municipalités, mais évidemment que dans la restauration scolaire, dans la restauration d'entreprise, il faut privilégier la saisonnalité, la proximité, les circuits courts, le produit local, le bio. C'est le bon sens élémentaire, il faut l'inscrire dans la loi. Parce qu'à un moment, la République aussi, c'est des règles et des lois. Alors, promouvons cette vision d'une économie qui protège, d'une économie qui promeut, et non pas d'une économie qui détruit et qui défigure des territoires entiers et des familles entières. Voilà, je crois, ce qui peut être une première esquisse d'un programme économique et social. Il est en convergence très large avec ce que dit la France Insoumise, le Parti de gauche et d'autres. Pas tout le monde à gauche, il faut être clair. Mais au moins, cette première force politique-là, elle se reconnaît dans ce message. Mais je pense qu'au-delà, nous devons être capables, et j'en finis par là, d'inventer une gauche nouvelle qui soit capable de proposer une articulation nouvelle des trois caractères républicains, socialistes et écologiques qui la définissent, capable de réunifier les forces sociales, classe moyenne, classe populaire, diplômés, non diplômés, urbains, ruraux, qui sont aujourd'hui divisés, capable de bâtir une politique économique en phase avec les aspirations politiques et sociales des gens, capable de renouveler sa vision de l'Europe, mais aussi, et ça sera peut-être une plus-value de notre part, la vision de la France dans l'Europe. Et moi j'y tiens. Alors oui, il nous appartient de rassembler. Cette vieille armée qui est la gauche, un peu décimée, mais qui a encore des combats décisifs à mener devant elle, rassembler toutes les espérances égarées qui mettent leur foi dans la justice, dans l'égalité, rassembler toutes ces forces nouvelles qui sont éparses, mais qui émergent sur les ronds-points, dans l'usine Ford à Blanquefort, dans ceux qui se battent, je vois les élus de Saône-et-Loire ou de la Nièvre, contre les maternités qui ferment, contre les services publics qui ferment, contre les gares qui ferment, tous ceux qui se battent pour les combats écologiques, toutes ces luttes nouvelles, il nous appartient de les rassembler. Nous voulons reprendre notre vie en main, reprendre notre pays en main, reprendre notre monde en main. Et ça, c'est notre tâche. Alors, cette tâche, elle est immense. Certains diront même démesurée. Eh bien, moi, je prétends pourtant qu'elle est à notre portée. Alors, au moment où nous nous lançons dans cette aventure un peu folle, celle du pari de l'avenir, celle du parti de l'avenir, il ne faut pas craindre l'indifférence des commentateurs blasés. Elle aura lieu. Il ne faut pas craindre non plus l'ironie des jaloux, des revenus de tout. Moi, je crois qu'il ne faut s'inquiéter ni du cynisme des uns, ni du défaitisme des autres. Nous partons avec comme seul viatique, c'est déjà pas mal, la solidité de nos convictions, l'amour de la patrie républicaine, et puis la foi inentamée dans les principes du socialisme. Et ça suffit à notre bonheur. Et avec un peu de chance, et beaucoup de travail, il se peut que le bonheur devienne contagieux. Merci. J'appelle les membres de la direction nationale à nous rejoindre sur la tribune, s'il vous plaît.